et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc je vais laisser chacun des acteurs se présenter. Ils interviendront ensuite chacun à leur tour. Et puis on aura un temps de questions-réponses, et on a encore le temps, j'espère, à la fin de cette conférence. Donc bonjour, Dr Lopez, médecin du travail à l'AG Métroc, un des 2 gros services de santé au travail du département du Rhône. Alors, moi j'ai la lourde tâche de vous faire un peu de théorie. On va déjà faire un petit tour de... Voilà, on sache qui. Non, mais ça bouge. Bonjour, moi du coup c'est Rémi Brachet et je suis ergonome pour un service de santé au travail aussi sur la région lyonnaise qui s'appelle l'AST Grand Lyon et qui travaille sur le même secteur que l'AG Métroc. Je suis Caroline Saunier, je suis psychologue du travail au sein de l'AST Grand Lyon, au même titre que Rémi, et on fait partie plus spécifiquement au sein de l'AST Grand Lyon, d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui accompagne les salariés dans leur maintien en emploi. Bonjour à tous, Valérie François, je suis chargée d'études donc à l'AGFIP. L'AGFIP, on intervient pour les personnes dans les entreprises privées et on finance des accompagnements comme par exemple Cap Emploi, des services et des aides, et on vous en parlera plus particulièrement tout à l'heure. Bonjour à tous, moi c'est Violaine Komarov, je travaille également à l'AGFIP et je suis sur la partie orientation et développement des partenariats, notamment avec Transition Pro. Bonjour, je suis Sophie Ramirez et je suis référente du service transition et évolution professionnelle pour le Cap Emploi du Rhône. Maintenant, on va laisser la parole au Dr Lopez qui va vous parler des outils de la médecine du travail. Alors déjà l'idée c'est de savoir quand c'est qu'il faut s'alerter. Si vous avez des arrêts de travail, alors non, bien sûr, mais courts, mais qui se répètent. Si vous avez déjà eu des aménagements de poste ou des changements de poste, parce que ça le faisait tout. Si vous vous sentez motivé moyen, ou si vous avez l'impression de prendre de la distance par rapport à votre travail, si vous avez l'impression d'être tout le temps fatigué, il faut peut-être aller voir votre médecin du travail. Parce que c'est pas le mauvais endroit pour discuter de votre santé en lien avec le travail. Donc du coup, il existe plusieurs visites particulières. Vous savez que vous avez un suivi périodique, qui est périodique de plus en plus espacé, parce que c'est une réalité démographique des médecins du travail, donc voilà. Mais il y a des visites spéciales que vous pouvez solliciter, et c'est celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour faire du maintien dans l'emploi, la PDP, je pense qu'on vous le dira tous, il faut que vous soyez acteur de votre histoire, et donc il faut solliciter des personnes, il faut être au centre de tous ces dispositifs. La première visite un peu particulière qui existe, elle s'appelle la visite de pré-reprise. Elle porte très mal son nom. C'est une visite en fait que vous pouvez solliciter quand vous êtes en arrêt de travail depuis plus d'1 mois. Et c'est pas parce qu'elle s'appelle la visite de pré-reprise qu'elle doit être juste faite avant la reprise. En fait, elle n'a pas d'intérêt si elle est faite juste avant la reprise. Il faut la faire la plus en amont possible quand vous êtes en arrêt. Et vous pouvez la solliciter quand vous êtes en arrêt donc depuis plus de 30 jours, comme je vous l'ai dit. Cette visite, le médecin du travail, il ne peut pas dire que vous êtes inapte à votre poste, donc il ne faut pas avoir peur d'aller le voir en disant « Oh là là, il est apte, je suis inapte ». Par définition, quand on est en arrêt de travail, on n'est pas apte à travailler, sinon c'est pas un arrêt de travail. Donc il n'y a pas de papier, de trucs irrévocables qui sont faits à l'occasion de cette visite. Et c'est une visite, pour moi, à mon sens, c'est la visite la plus intéressante, parce que c'est celle-là où on peut vous conseiller, on peut vous accompagner, on peut vous orienter vers tous ces organismes. Et c'est vraiment une visite très importante pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc celle-là, il ne faut pas l'oublier, la visite de pré-reprise. Ensuite, vous avez une autre visite qui a fait son apparition suite à une loi de 2021 qui s'appelle la visite mi-carrière. Alors la visite mi-carrière, ça va vous faire rire parce qu'on doit la faire à 45 ans, donc je ne sais pas jusqu'à quel âge on va vous faire travailler, mais en tout cas, elle doit être réalisée entre 43 et 45 ans. Cette visite mi-carrière, en fait, c'est un peu un bilan d'où on en est, et c'est justement pour regarder s'il y a des petits clignotants qui pourraient nous dire « Ouh là là, ça va peut-être être un peu compliqué d'aller jusqu'au bout ». Et ben, au lieu d'attendre d'être le nez dans le mur et de se dire « Oh, je suis inapte », ben voilà, est-ce que je pourrais pas aller me renseigner sur les parcours professionnels? Est-ce que je pourrais faire une reconnaissance de travail handicapé? On va vous en reparler. Est-ce que voilà, où j'en suis? Et où j'en suis, ça peut être parce que j'ai un métier pénible, où j'en suis, ça peut être parce que j'ai des problèmes de santé, où j'en suis, ça peut être aussi parce que je suis exposé à des risques particuliers et qui peuvent être embêtants pour ma santé. Donc voilà, c'est une nouvelle visite qui est assez intéressante, qui se met en place progressivement dans les services de santé au travail
Et si en tout cas vous êtes invité à la faire, je vous invite à jouer le jeu du curriculum laboris, de bien voir ce que vous avez fait jusque-là, etc., etc. La troisième visite, c'est la visite à la demande. En fait, on peut aller voir le médecin du travail quand on en a besoin. Je vous ai expliqué qu'il y avait des visites de mois en mois, mais on peut faire des visites à la demande qui peuvent être à la demande soit de l'employeur qui doit le justifier, mais du salarié, lui peut solliciter quand il veut voir son médecin du travail. Et ces visites à la demande, elles se fait pendant qu'on est en activité. Donc on est au boulot, mais on a le droit d'aller voir son médecin du travail, même si c'est pas l'heure. Parce que si c'est l'heure dans 5 ans, ça sera peut-être plus le moment de voir le problème. Et puis il y a un nouveau rendez-vous aussi qui a vu son apparition. C'est un rendez-vous en fait qui est prévu entre l'employeur et le salarié, qui s'appelle le rendez-vous de liaison. Alors il n'est pas encore bien mis en place dans les entreprises, c'est bien dommage parce qu'il est prévu lui aussi depuis 2021. Et l'idée c'est quand un salarié est en arrêt depuis plus de 30 jours, son employeur doit l'inviter à venir le rencontrer. L'inviter. C'est-à-dire qu'on peut dire non, on ne veut pas y aller, parce qu'on est fâché, ou que ce n'est pas encore le moment, et qu'on pourra ressolliciter son employeur plus tard. Mais en tout cas, votre employeur doit vous proposer ce rendez-vous, et ce rendez-vous, il a 2 buts. Le but de vous dire qu'il y a la visite de pré-reprise qui existe, c'est ce que je vous ai dit plus haut, et puis aussi, c'est garder le contact, parce qu'on sait très bien que quand les gens perdent le contact avec leur employeur, avec leur entreprise, le retour, c'est de plus en plus compliqué. Donc garder le contact, c'est la meilleure manière de préserver le maintien dans l'emploi. Voilà pour moi. Et maintenant, un peu de pratique. C'est ça, hein? Allons-y. Alors, je vous disais qu'on faisait partie d'une cellule de maintien en emploi. C'est un service dont sont dotés maintenant, depuis 2021, tous les services de santé au travail. Et on accompagne les personnes pour qui la situation de santé peut mettre en fragilité le maintien en emploi. Donc, que vous soyez en arrêt ou non, même encore en activité, mais que vous vous questionnez sur votre devenir professionnel en lien avec votre situation de santé, on peut vous accompagner dans votre cheminement sur différents plans, parce qu'on est différents types de professionnels, assistantes sociales, ergonomes, comme le disait Rémi, des psychologues aussi. Et on accompagne le cheminement pour envisager les stratégies qui sont les plus pertinentes pour la suite, de telle sorte à ce que les personnes soient dans une situation professionnelle plus compatible avec leur état de santé. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on voulait vous présenter, peut-être pour que ce soit plus parlant, un accompagnement qu'on a pu réaliser, Rémi et moi, d'une personne. Alors, pour vous dresser un petit peu sa situation, donc c'était une dame de 55 ans, qui est chargée de clientèle dans une entreprise de gestion locative de biens immobiliers. Elle gérait plus de 900 lots à ce moment-là. Et puis, donc, elle occupe un poste qui est majoritairement administratif, basé essentiellement sur du travail sur écran. Elle fait quelques déplacements occasionnels, mais elle est essentiellement sur un poste sédentaire. Je l'ai rencontrée dans sa situation de santé. Je l'ai rencontrée après que ces choses-là se soient passées. Elle a eu un premier cancer du sein en 2018. Elle a continué de travailler pendant ce temps-là en prenant 2 jours de congé pour arriver à assurer ses missions. Mais vous vous doutez bien que c'est assez complexe. Donc 2 ans plus tard, en 2020, épuisement professionnel, elle nomme un burn-out. Et puis, hasard ou lien à voir, mais en décembre 2020, elle découvre qu'elle est en récidive de ce cancer. Donc, lors d'une mammographie de contrôle, un examen qui était plutôt classique à la base. Donc elle subit différentes opérations dont je vous passerai les noms parce que je ne maîtrise pas du tout, parce que je ne suis pas médecin du travail, mais qui ont été suivies d'un accompagnement par un kinésithérapeute. Et la problématique, quand elle retourne au travail, parce qu'elle a eu plusieurs arrêts, elle a repris en mi-temps thérapeutique. Ça, ce que je vous dis là, c'est pour vous situer un peu, c'est en mars 2022. Donc elle a été en mi-temps thérapeutique, qui est un bel outil effectivement dans le cadre d'un maintien en emploi, pour ne pas être en arrêt total, tout en continuant à préserver ou à soigner sa santé. Et donc jusqu'en décembre, fin d'année 2022. Elle essaye de reprendre en janvier 2023 à temps plein, mais effectivement, quand on reprend à temps plein, les difficultés peuvent être plus importantes, le vécu professionnel peut être plus difficile à assumer. Donc c'est dans ce cadre-là, on en parle à une collègue qui avait été accompagnée par notre service, qui lui avait dit peut-être qu'il pourrait répondre à tes questions, peut-être qu'il pourrait éventuellement t'accompagner pour la suite. Parce que ce qui a été vécu comme un véritable problème pour elle, c'est qu'elle a rencontré son médecin du travail
qui lui a éventuellement fait part d'une inaptitude, que si elle ne pouvait pas occuper son poste, il y avait des chances qu'elle soit déclarée inapte. Donc elle nous contacte dans ce contexte-là. Et donc c'est moi qui ai débuté l'accompagnement avec elle, plus sur un accent du coup psychologique, pour évoquer avec elle alors je vais retourner les termes que j'ai pris, pour évoquer avec elle le vécu qu'elle avait pu avoir de ce rendez-vous avec le médecin du travail et de cette issue qu'il lui avait proposée, qui a été compliquée pour elle, de comment elle vivait son poste et les difficultés qu'elle pouvait rencontrer, le retentissement sur sa santé. Donc, passe, hop. Et donc, elle m'a fait part de son récit professionnel, des différentes étapes qu'elle avait pu avoir dans son parcours. Ça a été un lieu de dépose pour elle de ce qu'elle avait vécu, des différents chocs émotionnels aussi, de l'annonce de ces différentes maladies, des diagnostics qui ont été posés, et puis des difficultés aujourd'hui qu'elle avait à occuper son poste. Et au vu des difficultés dont elle me faisait part, je ne suis pas ergonome, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir cet éclairage-là justement, pour voir si avant sur une attitude qui allait la faire être licenciée, il n'y avait pas des aménagements qu'on vous pouvait proposer pour qu'elle arrive à occuper son poste dans des conditions plus optimales. Donc c'est à ce moment-là que Rémi est intervenu, parce que je l'ai aiguillé donc sur son collègue. Merci Caroline. Donc voilà, j'ai suivi cet accompagnement et on a fait un peu le point avec Caroline qui m'a expliqué ce qu'était la situation de madame. Donc l'idée c'était de pouvoir essayer de trouver des solutions pour lui permettre de bénéficier d'un aménagement de poste et pour travailler à temps complet. Donc le premier début pour un ergonome, c'est d'essayer de faire en sorte de transformer la situation de travail, de comprendre le travail de la personne pour essayer de l'aider pour supporter le travail. Donc l'un des objectifs, c'est notamment de diminuer la fatigabilité du poste pour la personne, notamment dans des cas d'exposition comme celui-ci. Apporter des compensations, par exemple, dans le cas de cette personne, elle avait subi des opérations particulières qui faisaient qu'elle avait des douleurs et des ressentis douloureux en permanence quand elle était sur son poste de travail, notamment au niveau du membre supérieur gauche. Suite, alors je vais m'aventurer à un terme médical, vous me reprendrez, Dr Lopez, si jamais je dis une bêtise, un curage axillaire, voilà. Et donc en fait, suite à cette incision, il y a des ganglions qui sont enlevés, et ça aussi, ça avait d'autres conséquences sur sa santé. Il fallait qu'elle soit vigilante à éviter le risque de lymphodème, et ça occasionnait d'autres types de choses à prendre en compte pour l'aménagement. Et donc il fallait aussi proposer des outils pour essayer de favoriser qu'elle puisse reprendre dans des bonnes conditions et aussi compenser les problématiques que ces fameux antécédents de santé avaient engendrés sur son corps au jour de l'accompagnement et de l'aménagement de poste. Il fallait aussi prendre position vis-à-vis de l'employeur pour lui expliquer quel était le contexte, forcément sans rentrer dans les détails parce qu'il y a un secret médical, mais pour expliquer que la personne avait eu un contexte, même s'il y avait de la transparence entre la salariée et l'employeur, donc il communiquait sans problème, mais pour expliquer qu'on intervenait pour une raison bien spécifique, pour le rassurer sur le fait que, grâce à Caroline, elle a pu être accompagnée pour entreprendre des démarches pour bénéficier de la RQTH et donc parler à l'employeur du fait qu'il allait pouvoir être accompagné même financièrement sur le volet aménagement de poste et que tout ne serait pas forcément payé de sa poche directement. Donc après sur la méthodologie que j'emploie dans ce genre de contexte, alors tous les ergonomes ne font peut-être pas forcément comme moi, mais en tout cas moi c'est comme ça que je procède. L'idée c'est déjà de m'entretenir avec la personne, de comprendre le contexte historique, qui sait comment elle se représente les choses, même si forcément comme elle avait bénéficié d'un accompagnement psychologique auparavant, j'avais déjà pas mal d'informations provenant de Caroline. Et puis d'essayer d'assimiler qui elle est, de comprendre son travail, qu'est-ce qu'elle avait besoin de faire, comment elle s'y prenait, qu'est-ce qu'elle faisait exactement, et puis le retentissement sur sa santé que ça pouvait avoir de manière concrète pour essayer de prioriser des pistes, des axes de solutions à trouver. Voilà, donc ensuite, après l'entretien, avec le salarié, et donc là en l'occurrence avec la salariée, je suis allé sur son poste, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, j'ai pris des photos d'elle en train de le faire, elle m'a expliqué comment elle faisait en verbalisant simultanément à ce qu'elle faisait, elle m'a tout décrit dans les plus petits détails nécessaires. Au passage, on fait toujours un petit peu de sensibilisation sur le travail sur écran pour expliquer quelles sont a priori les pratiques à favoriser, sans aller jusqu'à parler de bonnes pratiques, mais en tout cas les pratiques à favoriser. Et puis après, en fonction de toutes ces données recueillies, je suis allé chercher ce qui pouvait être pertinent, et puis je suis allé vers des pistes de préconisation de matériel. Donc l'idée pour cette dame,
suite à ce que je vous ai dit par rapport à l'opération qu'elle a subie, elle avait des douleurs dans le membre supérieur gauche et je suis entré en contact avec le kiné qui la suivait pour savoir les points de vigilance sur lesquels il fallait que je sois alerté. Et il m'a parlé de ce fameux risque de lymphodème et du fait que pour contrecarrer ça et pour du moins pour essayer de le prévenir le mieux possible, il fallait absolument éviter que madame soit trop souvent avec les bras collés au corps toute la journée, ce qui peut être le cas quand on travaille sur écran de manière assez fréquente et quand on tape au clavier notamment. Et donc du coup il m'a dit l'idée, moi en tant que kiné, je l'aide, je la masse, je lui fais faire des exercices, mais il y a des choses qu'on ne fera pas sur le très long terme. Donc l'idée c'est de l'accompagner à essayer de favoriser le fait qu'elle écarte plus le bras gauche pour éviter qu'il y ait ce risque de lymphodème et du coup que le drainage de la lymphe se fasse correctement. Donc j'ai préconisé du matériel, notamment une souris ergonomique à droite mais aussi à gauche pour lui permettre de travailler avec le bras gauche et pour favoriser ce fameux écartement du bras. Un clavier qui se sépare en deux parties pour lui permettre de travailler avec un clavier plus exporté de deux côtés pour qu'elle puisse plus écarter le bras gauche. Un soutien au niveau du bras gauche aussi, qui est un appareil qui vient s'agripper sur le bureau avec un bras rotatif pour supporter un peu le poids de son bras, pour lui permettre d'éviter les tensions au niveau de l'épaule, là où elle avait les douleurs, et en même temps pour favoriser le fait qu'elle ait le bras posé dans une gouttière et qu'il y ait une mobilité qui soit plus déportée sur le côté gauche pour favoriser encore une fois le côté écartage du bras. Et donc on a contacté un fournisseur qui est venu faire essayer le matériel à madame, donc c'est des fournisseurs qui proposent des essais sur une quinzaine de jours, et madame a validé le matériel, elle en était très satisfaite. J'avais aussi préconisé un bureau électrique, parce que aujourd'hui on sait que dans les récidives de cancer du sein, l'activité physique a un rôle énorme à jouer, c'est souvent un facteur favorisant pour éviter la récidive, mais madame n'a pas forcément voulu parce qu'elle était gênée vis-à-vis du regard des autres, elle ne voulait pas avoir un bureau électrique, donc ça après, évidemment le but dans cette situation c'est pas de forcer la main aux personnes qu'on accompagne. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour. On lui a fait essayer le matériel et suite à ça, donc, on a pu. Peut-être je vais parler un petit peu du ressenti du retour de madame, non, les verbatims qu'on a eu. Vous dites mettre du temps. Oui, non, juste la dame était très contente sur la fin de l'accompagnement parce que elle s'est sentie, remise en confiance. Parce qu'au départ, elle s'est sentie un peu mise au placard quand on lui a parlé d'inaptitude, et là, elle se retrouvait insérée au niveau social, retrouver ses collègues de travail, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien de se sentir écoutée, d'être entendue. Voilà, et donc, suite à tout ça, cette mise en place, on a fait valider le matériel et après constituer un dossier de financement auprès de la GFIP, et c'est pour ça que sur la suite. Oui, vas-y. Ce qu'il faudrait retenir de notre intervention, c'est qu'on peut intervenir sur des problématiques physiques, mais aussi psychologiques, de souffrance au travail, et que quand l'avenir professionnel est incertain, ça impacte aussi la santé, et ne serait-ce que le fait de le définir, de le dessiner, ça n'oblige à aucun changement, mais ça donne à voir l'avenir différemment et peut-être de manière un peu moins connue, et ça améliore, je dirais, le pronostic de santé, quelle que soit votre situation. Donc n'attendez pas d'être dans des situations fortement dégradées pour solliciter votre médecin du travail, le docteur Lopez le disait, ou nous solliciter, alors c'est plus normalement par l'intermédiaire d'un médecin du travail, mais nous solliciter aussi. Ça peut être un conseil tout ponctuel, ça peut être un accompagnement plus approfondi. Et là, en l'occurrence, c'est un accompagnement qu'on a débuté donc début janvier 2023, et la personne était en poste et plus sereine, elle était encore en poste et de façon plus sereine en juin 2023. Donc en l'espace de 6 mois, voilà, son horizon s'est quand même clairement éclairci. Donc n'hésitez pas. Bon, juste dessus. Effectivement, le but c'est d'éviter la sinistrose et voilà. Bon, je vous remercie. Du coup, on va continuer avec l'AGFIP puisqu'on a commencé à parler de MDPH, d'aide de l'AGFIP et puis Cap Emploi. Et effectivement, vous verrez aussi le rôle de ces interlocuteurs. Excusez-moi, je peux poser une question sur ce Oui, si vous voulez. C'est possible. Vous parliez de matériel en fait préconisé. En fait, en termes de prise en charge du coût du matériel, ça s'est passé comment? Alors justement, on va y venir puisque la GFIP a un rôle à jouer. Transition, madame, merci. Merci. Voilà, donc la GFIP, bien sûr, on va insister sur l'importance et l'intérêt de se faire reconnaître en qualité de travailleur handicapé si on n'a pas déjà un titre, parce qu'on peut voir qu'il y a d'autres titres qui existent, comme les pension d'invalidité, etc. L'intérêt, il est là, c'est de pouvoir bénéficier d'une part de l'accompagnement de Cap Emploi, ma collègue en parlera, et puis de pouvoir justement accompagner l'entreprise sur le financement. Alors nous, la GFIP, on va prendre en charge tout ce qui va relever de la compensation du handicap.
un employeur qui a des obligations, tout ce qui va relever de l'amélioration des conditions de travail ou tout ce qui serait mis à disposition d'un salarié valide. Nous, la GFIP, on va prendre tout ce qu'a pu préconiser M. Brachet en compensation du handicap. Donc il peut y avoir des financements, effectivement, de la GFIP à ce niveau-là, dès lors que vous êtes reconnu ou en voie de l'être, puisqu'on intervient y compris en avance sur présentation d'un MFC réception et d'un grillage. Excusez-moi, c'est uniquement du coup pour les salariés de droit privé. Alors, on a un petit cousin qui s'appelle le FIP, et qui, lui, est chargé des 3 fonctions publiques. Donc oui, nous, c'est uniquement les entreprises privées. Je passe la parole à Cap Emploi. Je fais une brève présentation du Cap Emploi et des différents services du Cap Emploi pour resituer. Donc on a un service insertion, donc des chargés de mission qui accompagnent les demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance travailleur handicapé dans le cadre de la recherche d'emploi. Ces chargés de mission, ils interviennent en agence France Travail aujourd'hui. Donc la porte d'entrée, c'est France Travail. Et ensuite, quand vous avez donné votre reconnaissance travailleur handicapé à l'inscription, vous allez être orienté vers un chargé de mission spécifique travailleur handicapé qui vous accompagnera dans vos démarches. On a un autre service qui est un service de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés, qui est un service qui intervient en entreprise pour des salariés qui ont besoin d'adaptation, comme il y a eu cette situation, sur leur poste de travail pour être maintenus à leur poste. Et donc mon service, qui est le service transition et évolution professionnelle, nous on intervient justement pour accompagner les personnes qui sont salariées, qui ont un risque d'inaptitude sur leur poste de travail et qui ne vont pas pouvoir être maintenues à leur poste. Alors ça peut être pour un accompagnement et une reconversion externe vers une autre entreprise, un autre métier, et ça peut être aussi pour un accompagnement interne dans l'entreprise, mais pour lequel il y a besoin de formation, de changement de poste au sein de la même entreprise. Donc moi j'ai choisi 2 exemples d'accompagnement que j'ai récemment pour illustrer un peu ça. Donc j'ai un monsieur qui a 40 ans, qui est voiturier dans un grand hôtel. C'est un métier qui est extrêmement stressant. Voilà, il adore son métier, mais c'est très stressant. Il a une pathologie assez lourde, avec des contre-indications médicales au stress, la station debout prolongée. Il a besoin de faire une pause toutes les 2 heures. Et il a une grande fatigabilité. Donc son métier ne lui convient plus au niveau de la santé. C'est extrêmement difficile pour lui parce qu'il adore ça, il n'a pas du tout envie de changer de métier, donc c'est vraiment de la reconversion subie. Et ce monsieur, il m'a été orienté par son médecin du travail, qui a dit bah maintenant voilà, c'est plus possible, vous ne pouvez plus continuer sur ce poste, vous vous mettez en danger. Donc moi, avant de vous déclarer inapte, je vais vous orienter vers le Cap Emploi qui va vous accompagner sur des démarches de reconversion professionnelle. Donc j'ai reçu ce monsieur en premier entretien diagnostic. Il a commencé par me dire qu'il ne voulait pas changer de boulot, qu'il avait 40 ans, qu'il adorait son métier, qu'il gagnait très bien sa vie. Donc il y a eu tout cet accompagnement aussi au deuil de l'emploi, de ce qu'il faisait, qu'il aimait. Ensuite, on lui a proposé des tests de type bilan de compétences pour qu'il puisse un peu réfléchir à de nouvelles pistes professionnelles. Et puis comme il avait un niveau Bac+2, qu'il avait quand même pas mal perdu confiance en lui au niveau scolaire, je lui ai aussi proposé de passer des tests de potentiel pour voir un petit peu où il en était. Donc ça a été plutôt réconfortant pour lui parce que du coup il a vu qu'il avait un meilleur niveau que ce qu'il pensait. Et ensuite, dans le cadre du bilan, il a pu identifier 2 pistes de reconversion. Donc une première piste qui était moniteur d'auto-école qui a été invalidée immédiatement par le médecin du travail. Et une autre piste d'agent de maintenance en informatique qui a été validée par le médecin. Et j'ai pu l'accompagner sur la suite à enquête métier, stage en entreprise, parce que pendant l'arrêt de travail, il a pu faire un stage en entreprise avec l'accord du médecin conseil. Et ensuite, on a monté un dossier transition pro pour le financement de sa formation. Donc le dossier est passé il y a 2 mois, il est rentré en aujourd'hui ce monsieur, et ça a été financé entièrement par Transition Pro et par la GFIP, qui a une convention avec Transition Pro qui finance une partie des coûts pédagogiques de formation quand il y a un risque de licenciement pour une aptitude. Donc ça veut dire que ce monsieur, il est toujours salarié, là il est en formation, on lui verse son salaire tous les mois, et à l'issue de la formation, il sera diplômé, il pourra chercher du travail, il sera licencié pour une aptitude, il pourra chercher du travail en ayant déjà travaillé son projet, fait sa formation, etc. C'était plutôt rassurant pour lui.
Donc ça, c'est un premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est une personne qui est manutentionnaire. C'est un monsieur qui a 50 ans, même un peu plus, il me semble, qui est manutentionnaire dans une grosse société. La société ne voulait pas du tout le licencier parce que ça fait 30 ans qu'il travaille là. Ils étaient attachés à lui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné de son temps et de son énergie et qui a eu un accident du travail dans l'entreprise. Donc l'entreprise avait vraiment à cœur de le reclasser. On a travaillé avec le médecin du travail et avec l'employeur pour trouver des solutions de reclassement dans l'entreprise. Il s'est orienté vers un poste de chauffeur poids lourd, qui était compatible avec sa pathologie, et il a pu faire sa formation également dans le cadre de Transition Pro. Donc, on l'a accompagné sur le montage du dossier, il a fait sa formation de chauffeur poids lourd, et l'entreprise l'a reclassé sur le poste chauffeur poids lourd, et il est en poste, et ça se passe bien. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment des... Alors je sais que c'est difficile la reconversion subie, je le vois tous les jours dans mon bureau quand je reçois des gens qui aiment leur métier, qui n'ont pas envie de changer ou qui ont peur simplement de changer parce qu'ils ont peur de perdre en salaire, en qualité, etc. Mais ça se fait, et ça se fait par le biais du médecin du travail. C'est vrai que la visite de pré-reprise est extrêmement importante parce que c'est là que ça se décide et c'est là que le médecin du travail peut aussi vous orienter vers nous ou vers Avenir Actif pour que vous puissiez travailler votre projet, être accompagné et avoir un financement de formation. Voilà. Merci Sophie. Juste pour compléter en tant que Transition Pro, financeur des parcours de formation, c'est vrai que Sophie l'a dit, on a un partenariat donc avec l'AGFIP qui permet que les personnes qui relèvent de l'obligation d'emploi, qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et qui sont en risque d'inaptitude sur leur poste de travail puissent accéder plus facilement à une formation et en ayant un financement plus facilement à Transition Pro. Mais même si vous n'êtes pas reconnu travailleur handicapé, de toute manière, tout salarié du secteur privé peut déposer un dossier, faire une demande, et même sans problématique de santé. Mais voilà, quand il y a une problématique de santé, il y a une attention particulière à ces situations. Donc c'est important de le savoir. Et donc, comme le disait Sophie, ce qui est quand même très intéressant, c'est de pouvoir avoir cette sécurité de se former en ayant le coût de la formation qui est pris en charge et de toucher son salaire avec les primes pendant qu'on se forme. Donc on est en congé formation, nous on rembourse notre employeur tous les mois, voilà. Et ça permet donc s'il y a un licenciement derrière, d'être prêt à aller vers un nouveau métier en termes de formation. Voilà. Donc on a présenté un petit peu les différents interlocuteurs, les différentes structures qui pouvaient vous accompagner en tant que salarié quand voilà, il y a des problématiques de santé au travail. Donc maintenant on va laisser la parole à vos questions et donc chacun va pouvoir y répondre. On a encore un peu de temps, donc ça va. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Il me semble qu'en transition pro, sans passer par la médecine du travail du Cap Emploi, on peut aussi faire une démarche de reconversion. Et à l'issue, on n'est pas obligé de passer par les techniques si la santé permet que... Alors, oui, c'est ce que je disais, hein, les dispositifs de transition pro sont accessibles à tous les salariés du secteur privé. Et je pense que le salarié peut démissionner et être pris en charge pendant un temps par France Travail. Alors, oui, alors donc là, le dispositif pour se former, c'est le PTP, accessible donc à tous les salariés. Évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir des problématiques de santé pour vouloir se former. Voilà. Et puis on a un autre dispositif donc, qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui permet à des salariés qui ont 5 ans d'activité en continu de pouvoir demander une démission et pouvoir démissionner pour faire une formation ou créer son entreprise et toucher des indemnités de France Travail. Excusez-moi, ça veut dire quoi PTP? Projet de transition professionnelle. Transition Pro avant était le FONGECIF pour ceux qui ont connu, et donc le projet de transition professionnelle s'appelait le congé individuel de formation.
Oui. Vous avez donné que des exemples sur des physiques, si je peux le dire comme ça. Qu'en est-il de ce professionnel quand les mentales, psychiques, quelles solutions vous avez? On va demander à la psychologue du travail. Oui, je l'ai dit brièvement, effectivement, on accompagne les gens pour qui la situation de santé, c'est au sens large, donc ça peut être des problématiques physiques, et on le voit, le monde du travail évolue, donc il y a ces problématiques-là, s'ajoutent celles liées au psychologique, avec de la souffrance au travail, du fait de harcèlement, du fait de burn-out, de surcharge de travail, donc on accompagne aussi ces salariés-là. On a mis l'accent aussi sur les gens pour lesquels il y avait une RQTH, mais nous on accompagne toute personne dont l'entreprise cotise à notre service de santé au travail. En l'occurrence, nous, c'est l'AST. Et puis, Dr Lopez dépend de la Génétra. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail. C'est là où on disait, quand il y a une problématique, quelle qu'elle soit, parce que lui pourra vous aiguiller vers les interlocuteurs type ergonome pour des problématiques de santé. On a les assistantes sociales aussi pour des problématiques plus diverses. Et des psychologues, psychologues du travail qui sont dans les cellules. En ce moment, du coup, en ce moment, j'accompagne une dame du coup qui a un burn-out, qui a une RQTH pour ce burn-out, et qui a des gros troubles cognitifs liés à ce burn-out. Et j'ai pu mettre en place un accompagnement spécifique via un financement à GFIP pour qu'elle puisse faire un bilan neuropsychologique et avoir une mise en place d'adaptation pour sa formation. Parce que du coup, comme elle est en difficulté au niveau de la mémoire, etc., on a dû mettre en place des outils, la remédiation cognitive, pour qu'elle puisse mener à bien sa formation. Donc oui, ça se fait. C'est vrai qu'on a pris des exemples plutôt physiques, mais voilà, on accompagne tout type de pathologie. Oui, je voulais juste préciser que le fait d'avoir un trouble psychologique ou mental, etc., peut aussi donner lieu à une demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Hein. C'est pas parce que juste on a le droit ou au dos. Le cognitif et le psychologique peuvent aussi être pris en compte dans la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Faut pas, pour avoir un statut de travailleur handicapé, il n'y a pas une notion de quantité de handicap. Il y a j'ai un problème de santé, quel qu'il soit, physique, psychologique, sensoriel, on l'a pas dit, mais aussi oreilles, les yeux. Et ce problème de santé m'embête pour travailler. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est un problème de santé qui est chronique. C'est pas, je sais pas, une angine qui dure 10 jours et donc j'ai une RQTH parce que je peux pas parler. Donc c'est un problème chronique, mais quel qu'il soit et quelle que soit son intensité. Donc c'est assez vaste le domaine de la RQTH. Et il faut pas hésiter à échanger avec le médecin du travail sur ce sujet. Et il faut pas en avoir peur. Ça clignote pas sur la tête. On le sort que si on a besoin. Et l'employeur, il a aucun moyen de savoir que vous avez une RQTH si vous ne le dites pas. Donc il faut pas vous brider dans des démarches par peur de stigmatiser ou etc. Peut-être juste que je rajouterais, oui. Après, il est important de parler de sa santé aussi potentiellement avec son employeur. Voilà, ça on l'occulte un peu, mais voilà, c'est pas forcément son responsable hiérarchique, mais ça peut être d'autres intervenants dans l'entreprise, un référent handicap quand il y en a un. Voilà, l'employeur, il a aussi un grand rôle à jouer dans la santé de ses salariés. Lui, il a tout intérêt à préserver l'expérience, l'expertise, les compétences d'un salarié, et donc à maintenir. Et pour ça, après, il peut avoir effectivement des acteurs pour l'accompagner. Donc, effectivement, si vous devez retenir les interlocuteurs, c'est évidemment le médecin du travail, c'est aussi un accompagnement par Cap emploi, mais c'est aussi l'employeur qui doit être dans la boucle. Notamment, on parlait de l'arrêt de travail tout à l'heure. Maintenir le lien avec l'employeur, c'est essentiel. Parfois, c'est compliqué. Et encore une fois, c'est pas forcément avec son N plus 1 si c'est avec lui qu'il y a un souci, mais ça peut être avec une autre personne dans l'entreprise parce que maintenir le lien pendant l'arrêt est primordial. Tout petit bémol sur le fait de parler de son état de santé à l'employeur, si vous me permettez. À l'employeur, on lui dit les conséquences de notre état de santé. Si on peut pas porter, si on peut pas ça, mais il n'a pas à connaître un diagnostic, ça me paraît important. Et au-delà de l'intérêt qu'il a à nous garder dans l'emploi, il a aussi l'obligation de protéger la santé mentale et physique de ses salariés. Donc c'est au-delà de l'intérêt qu'il en a. Donc voilà. Mais on parle pas, on n'explique pas ses maladies à son employeur. C'est du domaine du privé. Je vous rappelle que le médecin du travail et ses équipes sont tenus au secret médical aussi. Quand vous venez nous confier des trucs, on ne le dit pas à l'employeur. L'employeur, il a à connaître les préconisations qui sont nécessaires par rapport à votre état de santé. C'est bien suffisant. Oui. Avant les RQTH, les burn-out, c'était pas reconnu
Maintenant, enfin, moi je sais que par rapport au burn-out, j'ai une RQTH que j'aurais pas eu avant en fait, hein. C'est assez récent quand même. Ou on ne savait pas. Alors, le burn-out, c'est pas une maladie, ça n'existe pas. D'accord. Aujourd'hui, on appelle tout burn-out. Donc, il faut faire aussi attention parce que dès que les gens sont un peu fatigués, ils arrivent, bonjour, j'ai un burn-out. Bon. Il y a des critères particuliers, donc voilà, il y a des difficultés psychologiques, quelles qu'elles soient, que ça s'appelle burn-out, que ça s'appelle dépression, que ça s'appelle anxiété chronique, quelque part on s'en tape un peu, et que ce que je vous disais tout à l'heure, où le nom de la maladie, etc., c'est pas ça le problème, c'est quelles sont les conséquences pour vous, en termes de fatigabilité, concentration, mémoire, etc., stress, voilà. Mais voilà. On pourrait passer beaucoup de temps à parler d'épuisement professionnel. Faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est l'épuisement professionnel. Mais c'est une vaste question qui va à l'ordre du jour de cette conférence. En tous les cas, c'est vrai que c'est plus reconnu aujourd'hui. En tous les cas, les troubles psychologiques ont toujours été. C'est pas burn-out, mais. Oui. Oui, j'avais une question aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des salariés. Est-ce qu'il y a une sensibilisation au niveau de vos organismes, au niveau des employeurs, en particulier sur les sujets que l'on entend de plus en plus, effectivement, de burn-out, certes, qui est un champ plus large, mais est-ce que vous avez des actions auprès des employeurs pour prendre en considération, je veux dire, pour éviter que ça arrive, justement? Bien sûr. Par exemple, au sein du cadre d'emploi, les personnes qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans le cadre de la recherche d'emploi accompagnent aussi les entreprises au recrutement et sensibilisent avant le recrutement l'entreprise, les employeurs, les équipes, et peuvent sensibiliser une fois que le recrutement est effectué, les équipes et l'employeur. Ça se fait très régulièrement. Dans l'accompagnement qui est fait au niveau des services de santé et sécurité en emploi, en fait, on fait de la prévention auprès des employeurs. Donc, comme je vous ai dit, nos employeurs, ils sont responsables. Nos employeurs sont responsables de notre santé psychique et physique. Et en fait, l'employeur doit évaluer les risques auxquels nous sommes exposés et doit requérir ces risques, et enfin les évaluer, et après avoir des démarches de prévention. Et dans les salariés qui travaillent dans un service de santé au travail, il y a aussi des préventeurs qui aident les employeurs à faire ce travail collectif par rapport à tous les risques, dont les risques psychosociaux, puisque c'est ainsi qu'ils se nomment, et l'employeur doit les évaluer de la même manière, donc que le risque troubles musculo-squelettiques, etc. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ça touche aux organisations de travail, donc ça touche au management, ça touche à beaucoup de choses, mais on accompagne aussi tous les services de santé au travail, on a des psychologues du travail qui font du collectif, quelle que soit nos manières de travailler, et on accompagne aussi des entreprises, voilà, on suggère, voilà. Bon, un service de santé au travail ne peut pas obliger un employeur à faire quelque chose, c'est pas du contrôle, on n'est pas l'inspection du travail, donc c'est un petit peu différence, voilà. Donc on peut leur proposer des outils, des aides, des accompagnements, mais bien sûr on le fait parce qu'on sait que la prévention collective est plus efficace que la prévention individuelle. Hein. Quand on fait de la prévention en amont, avant qu'il y ait un problème, mieux c'est, mieux on pense qu'il n'y aura pas de problème derrière. Parce que c'est bien joli d'accompagner les gens qui sont un peu cabossés par la vie professionnelle, l'idéal, ce serait qu'ils ne le soient pas. Donc on travaille aussi à ça, bien évidemment. Plus particulièrement, à la ST Grand Lyon, au sein de la cellule de maintien en emploi qu'on a, on organise des matinales auprès des employeurs. Donc on propose des rendez-vous aux employeurs qu'on suit et que certains médecins nous proposent parce qu'ils considèrent qu'il y a une thématique qui peut les intéresser. Et au cours d'ateliers qu'on effectue avec un petit déjeuner, on balaye un peu avec eux la situation et on leur explique ce qu'est la cellule de maintien en emploi et le fait qu'ils peuvent la solliciter quand ils ont des besoins particuliers suite à l'absence de salariés. On leur donne des outils, on explique à quoi ils servent sur le sujet du maintien en emploi et on se met en quelque sorte à leur disposition et on leur parle aussi en d'autres lieux au passage, un peu de prévention primaire, rapidement pour leur expliquer que bien évidemment pour eux l'intérêt c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas usés, pour qu'ils n'aient pas besoin d'en arriver là, et donc c'est ça qu'il faut privilégier, mais quand l'usure est là, et ben qu'on est là pour les aider entre guillemets sur la prévention plus tertiaire, à la réparation, tant que faire se peut, pour faire en sorte que les salariés conservent leur poste et voilà, ils restent en situation de travail. Après, je me permets de rebondir plus à un niveau individuel, c'est évidemment l'employeur a un gros rôle à jouer dans la santé de ses salariés. Mais ce que je peux voir aussi, moi, des accompagnements que je mène, c'est que souvent les gens tiennent. C'est le mot, hein. Je tiens, non mais moi je le dis, ils ne veulent pas se mettre en arrêt, c'est un échec, je cite leurs propos. Et je pense que là aussi, chacun peut aussi
se responsabiliser quant à sa santé, c'est pas facile à dire, hein. Parce que ce sont des bonnes valeurs qui animent les gens, hein, d'implication, d'engagement, mais ne pas hésiter, parce qu'on parle des solutions, mais elles ne s'activent pas le lendemain qu'on a décidé de les activer. Donc c'est un cheminement déjà personnel, ça prend du temps d'accepter parfois de se mettre en arrêt, d'accepter de réfléchir à une orientation autre, de déterminer laquelle. Enfin, tout ça, c'est un cheminement qui est propre à la personne, et en plus, ça suppose la mise en place de certains dispositifs qui nécessite du temps aussi. On a parlé de la RQTH, il faut un petit temps pour l'obtenir. Le congé de transition professionnelle ne s'active pas, voilà, on peut le solliciter transition professionnelle dans les 2-3 mois, si je me dis. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire de la prévention avec votre propre santé aussi, si votre employeur ne joue pas un grand rôle à ce sujet, et à solliciter, voilà, ça n'engage en rien. On ne va pas vous obliger à vous mettre en arrêt ou à changer d'employeur ou à y retourner si vous n'avez pas envie, mais ça permet, voilà, de réfléchir à son devenir professionnel. On a encore quelques questions. Oui. Tous ces dispositifs peuvent être accessibles aux travailleurs non salariés. Non salariés, c'est-à-dire Qui travaillent pour eux-mêmes, les indépendants. Ah, oui, voilà. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas de médecine du travail, d'accord, mais vous pouvez demander une reconnaissance de qualité de travail handicapé. Vous pouvez avoir accès au financement de la GFI, Cap emploi, il n'y a pas de souci. Et ça passe pas par le médecin du travail, parce que vous n'en avez pas. Au régime général, au régime agricole, vous pouvez solliciter la médecine du travail, même les travailleurs indépendants du régime agricole. Pour le régime agricole? Non, pour le régime général. Vous n'avez pas de médecine du travail? Vous pouvez déposer votre dossier à la MDPH de la même manière, et après solliciter directement les organismes qu'on a cités. Oui. Alors, j'ai bien entendu ce qu'a dit madame, qu'il fallait prendre soin de sa santé, d'aller voir la médecine du travail, et s'arrêter quand on sent que l'usure professionnelle est trop importante. Mais la médecine du travail ne fournit pas d'arrêt de travail, et quand on va voir son médecin traitant, il n'a pas la même perception et pas la même appétence à vous écouter sur l'usure au travail. Et donc, c'est compliqué parce que, moi, mon expérience, c'est que je suis arrivée au burn-out pour arriver chez mon médecin dans un état tel qu'il puisse me dire, à ce moment-là, je vous arrête. C'est pas ça. Parce que la médecine du travail, elle me dit, oui, vous êtes fatiguée, mais c'est pas simple, surtout que la sécurité sociale a un regard sur les différents arrêts de travail, donc ça complexifie peut-être aussi la pratique d'un médecin généraliste, qui effectivement n'a pas forcément son éclairage médical, mais qui n'a pas forcément cette visu sur l'accompagnement professionnel que l'arrêt de travail permet aussi, de la distance avec son travail, permet de mieux d'y réfléchir et peut-être mieux d'y retourner aussi dans un certain sens, suivant le cheminement de la personne. Mais parfois, je parle sous couvert du docteur Lopez, mais nous on a des médecins du travail qui n'hésitent pas à faire des courriers pour apporter cet éclairage. Nous, quand on accompagne, moi aussi, alors je ne sais pas quel poids j'ai vis-à-vis d'un médecin généraliste, mais généralement ça fonctionne plutôt bien, c'est entendu, parce qu'on leur rapporte des éléments. Le but, c'est effectivement pas, on peut entendre aussi qu'un médecin généraliste ne renouvelle pas des arrêts comme ça, parce qu'il pourra en renouveler à vitam aeternam. Si on lui apporte des éléments, des arguments sur ce qu'on travaille avec les gens et sur l'intérêt que ça a pour leur santé, généralement c'est plutôt entendu. Donc là, je vous dis, n'hésitez pas à vous rapprocher de la médecine du travail. Tout l'intérêt de la visite de pré-reprise, parce qu'on fait des courriers à nos confrères, on peut échanger. Ça, c'est important. Sur les questions que vous posez, puis les interactions, il me vient à vous dire quelque chose. C'est-à-dire que être inapte à son poste, c'est pas une catastrophe si c'est préparé. Ça fait partie d'une étape professionnelle, comme une mobilité, etc. Parce qu'en amont, vous avez fait ce qu'il fallait, vous savez déjà où vous inscrire, vous avez repéré la formation qui va bien, vous savez comment elle va être financée, et l'inaptitude, c'est dans un processus. Ce qui est terrible, c'est d'arriver un jour en visite de reprise, puisque c'est comme ça que ça s'appelle quand son arrêt de travail s'arrête, style il y a eu un stop des IJ par le médecin conseil de la sécurité sociale, boum, vous vous retrouvez dans le cabinet du médecin du travail que vous n'avez jamais rencontré pendant votre arrêt, ça fait plus d'1 an que vous êtes en arrêt, et là vous dites mais moi je ne peux pas reprendre mon travail. Rien n'a été préparé pendant votre arrêt de travail, on va vous mettre inapte à votre poste, vous allez avoir 3 francs 6 sous d'indemnité de licenciement, et puis vous allez aller vous inscrire à France Travail, où là les jours, les mois vont passer très vite. Et si vous n'avez rien de prêt, c'est là que ça peut être un peu une catastrophe économique et humaine et tout ce qu'on veut. Donc tout ce que vous aurez fait en amont, pendant l'arrêt, etc., pendant un arrêt de travail, on peut se mobiliser et c'est ça qui est important.
Et c'est là toute l'importance de cette sacrée visite de pré-reprise qui peut après vous orienter vers tous ces organismes. Donc c'est super important. C'est pas une catastrophe avec une natation de poste de travail si c'est préparé. Je rebondis sur ce que dit le Dr Lopez, c'est très judicieux. Quand on parle, peut-être une précision, quand on parle de maintien en emploi, c'est pas forcément maintien dans votre emploi, dans l'emploi actuel. C'est maintien en employabilité. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, suivant, je reprends le terme de cheminement parce que ça vous est propre, mais déterminer des conditions de travail qui font que vous serez mieux dans votre emploi actuel pour y rester ou y retourner. Mais ça peut être aussi de définir d'autres stratégies, d'autres plans d'action, dont l'inaptitude peut faire partie comme un outil, effectivement, à un moment donné, pour aller, par exemple, être placé en interne, en viser un autre poste au sein de sa structure. Si, par exemple, la problématique dépendait d'un N+1, voilà, on adore l'entreprise, on adore ce qu'on fait, on peut peut-être le faire dans un autre service. Ça peut être aussi pour envisager des perspectives à l'externe, et dans ces cas-là, ça suppose peut-être une formation. Donc, on parlait de congé de transition professionnelle, donc tout ce que vous déterminez en amont, déjà vous rend accessible certains dispositifs comme celui de transition pro, chose qui n'est pas valable quand vous êtes à France Travail, c'est d'autres modes de financement. Donc tout ce qu'on fait en amont, c'est du temps de gagner, et effectivement, l'inaptitude dans ces cas-là, de vraiment venir s'inscrire comme un outil, une étape dans un plan d'action. Merci. On va prendre une dernière question, puisque là on arrive à la fin de cette conférence, de cette table ronde plutôt. Est-ce qu'on peut entamer une formation pendant son arrêt maladie? Pendant l'arrêt maladie, vous pouvez avoir accès à certains dispositifs. Et avant de parler de formation, ce que je pourrais vous conseiller, et qui n'est pas forcément venu, ça a été posé par Sophie, mais pas dit en ces termes, ça s'appelle l'essai encadré. C'est avant de viser, quand on est dans une démarche d'orientation, quelle qu'elle soit, on vise un objectif faisable, réalisable, et on voit si le plan d'action est tout autant. Donc plutôt que de viser une formation et de se rendre compte quand on a terminé que finalement elle n'aboutit à rien, il faut faire le chemin inverse. Et pour vérifier un objectif, vous pouvez réaliser des enquêtes auprès de professionnels qui exercent le métier que vous visez. Vous pouvez réaliser ce qu'on appelle, c'est là ce dont parlait Sophie, un essai encadré, une immersion. Ça peut être 1, 2, 3 jours à votre convenance et selon vos possibilités aussi de santé. Mais pour aller tester le métier et aller se tester. Et c'est aussi une manière de se faire connaître d'un futur employeur, ce qui est aussi très, très judicieux. Mais vous pouvez réaliser des démarches de ce genre, effectivement. Et de toute façon, c'est un prérequis pour faire une demande de financement de formation, parce qu'on n'obtient pas un financement de formation comme ça, parce que ça sort du chapeau. Enfin, il y a des démarches de validation de projet qui sont extrêmement importantes préalables. Et juste du coup, pour boucler la boucle, effectivement, donc il y a l'accompagnement qui peut être fait par Cap Emploi pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travail handicapé. Mais pour les autres salariés, il y a tout le réseau Avenir Actif avec le conseiller en évolution professionnelle, que ce soit par le CIBC, la PEC, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, qui peuvent vous accompagner justement pour travailler un projet, choisir une formation pour aller vers le métier qui vous intéresse et dont vous avez validé qui pourrait vous convenir. On va peut-être s'arrêter là-dessus. Donc, tout le monde, voilà, tous les interlocuteurs qui sont là ont un stand qui est là. Transition Pro, on est en bas. Miractif, ils sont en bas aussi. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les stands. Merci pour votre écoute.